On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une jeune entrepreneur. Elle s'appelle Nancy Labre. Elle est comptable. Elle est propriétaire de sa propre entreprise, donc les services comptables Nancy Labre. Et elle est passée maintenant de la maison à des bureaux. Elle a maintenant pignon sur rue sur le boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, non loin du McDonald's. Donc, on a procédé tout récemment à l'inauguration de ces nouveaux locaux. Elle a maintenant une employée et compte probablement en avoir d'autres. Bref, c'est une entreprise qui est en croissance. Les services comptables sont souvent fort demandés, autant pour les particuliers qui doivent faire leur déclaration de revenus ou encore même pour les entreprises qui ont besoin de tenue de livre et tout ça. Bref, on discute avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de politique municipale. Il est conseiller déjà depuis un petit bout de temps, depuis déjà 2 mandats derrière la cravate. Il est maintenant un conseiller senior. Il a passé l'époque Dolbec. Il commence maintenant l'époque Fecteau. Il a été élu sous la bannière Vision Legrand. Il s'agit de Robert Quentin qui représente le district numéro 12, quartier 80, la portion Talon à Saint-Luc et l'île Sainte-Thérèse. Déjà un peu plus d'1 an après les élections municipales de novembre 2013, avec l'élection d'un nouveau maire, un nouveau conseil de ville renouvelé presque à la moitié. Mais parmi ceux-ci, il y a aussi donc des conseillers municipaux qui persistent et signent mandat après mandat, qui deviennent à la fois, je dirais, des conseillers seniors. C'est le cas de Robert Quentin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Combien de mandats déjà, à date? C'est mon 3e. 3e mandat. Oui. Qu'est-ce que ça a changé depuis 1 an? Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an? Bien, c'est sûr qu'après, quand ça fait 4 ans que tu es au conseil, tu travailles avec les mêmes gens, tu apprends à te connaître, puis c'est plus facile de travailler ensemble. La dernière année, ça a été une année d'adaptation, évidemment, malgré qu'on avait une situation idéale où tu as des nouveaux, des anciens, donc tu peux faire tu as un bon mix de gens de différentes expériences. Donc, ça a été une année d'adaptation. C'est sûr qu'on a encore du chemin à faire pour en arriver à un conseil uni, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'il faut s'élever, il faut sortir des guéguerres de quartier, puis regarder les enjeux pour l'ensemble de la ville. Puis, Bon, vous avez connu l'ère Dolbec, ou même à l'époque, vous étiez élu sous la bannière de l'Action civique. Oui. Mais M. Dolbec, vous avez quand même intégré au comité de travail. Le dernier mandat était un peu plus difficile parce que, il y a eu 2 conseillers d'exclus, M. Laplante, M. Bessette, donc ça va amener une toute autre dynamique. Là, vous avez un nouveau conseil, vous avez un nouveau maire, et là, vous avez tous été élus sous des bannières un peu différentes, mais on a l'impression, 1 an plus tard, que ça ne tient plus vraiment, parce que même, on a vu, il n'y a pas eu beaucoup de votes, là, mais les quelques votes, même c'est arrivé que le maire n'a pas nécessairement voté avec les gens de son équipe et vice-versa. Les lignes de parti, là, 1 an plus tard, ça ne tient plus à grand-chose. Bien, quand tu arrives à la table du conseil, il faut que tu te mettes dans la tête que ce qui prime, c'est l'intérêt des citoyens. Puis les citoyens, la dernière chose qu'ils veulent, c'est des chicanes autour de la table du conseil. Puis ça fait qu'il faut... moi, je me dis, oui, tu es élu au sein d'un parti, mais un coup que tu arrives à la table du conseil, il faut que tu sois capable de t'exprimer, faire valoir ton point de vue, sans nécessairement suivre une ligne de parti. C'est l'approche que je préconise et que j'ai suivie. Bon. Qu'est-ce que j'ai posé la question aux nouveaux conseillers. Parfois, on vient d'être élu, on a des attentes, où on s'imagine des choses. Parfois, on est déçu, parfois, on ne l'est pas non plus. Bref, les 2 scénarios. Vous, évidemment, qui êtes là déjà depuis plus de 2 mandats, quand vous voyez les nouveaux arriver, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous voyez dans leurs yeux, des fois, une forme d'attente, une forme de naïveté à l'égard de l'appareil municipal? Oui, c'est sûr que quand c'est la première fois que tu es élu, tu es tout jeune, tout nouveau, plein d'énergie. Non pas que les plus anciens ont moins d'énergie, mais je veux dire, tu t'attends à ce que les projets se réalisent rapidement. Tu te rends compte que il y a toute une machine. Tu peux pas te revirer de bord sur un 30 sous. Parce que souvent, ce que j'entends de leur part, c'est, c'est plus d'heures de travail que je pensais. Et c'est unanime, là. Et secondo, c'est peut-être un peu plus lourd que je pensais. C'est-à-dire que les dossiers avancent pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Je pense que tout le monde fait à peu près le même constat. C'est ça. Il y en a qui pensaient que le travail se faisait lors des séances publiques, mais ils réalisent que
c'est plus que les séances publiques. C'est plus que les séances publiques. Au cours de la dernière année, quelles ont été les réalisations dans le quartier que vous représentez, qui est en fait la portion 80 et la portion de l'île Sainte-Thérèse? Donc, dans la dernière année, qu'est-ce qu'on a pu faire avancer comme dossier? Principalement dans le secteur des colibris. On a eu finalement la construction du complexe sportif qui a été réalisé. Réfection de la rue Mayou. L'an dernier, on avait fait de la rue du Parc à la rue Marquis. Puis là, je parle de réfection de la fondation, là, pas juste une couche. Puis cette année, on a fait de Marquis à Saint-Gérard. Puis on a eu un vaste programme de plantation d'arbres un peu partout dans le quartier. En gros, c'est ce qui s'est réalisé cette année. Il y a des enjeux sur lesquels je travaille depuis quelques années. Quand on regarde, je vais commencer avec l'île. Ouais. Mon quartier est comme divisé en deux parties. Tu as l'île Sainte-Thérèse, puis tu as tout le secteur Talon. Sur l'île Sainte-Thérèse, on essaie d'améliorer constamment la rue Baillargeon, où c'est l'artère principale. On met des mesures en place pour améliorer la sécurité. Là, un projet qui va se réaliser au printemps, c'est l'asphaltage d'un sentier piétonnier de chaque côté de Baillargeon. Et puis, la réfection de tout le système de lumière tout le long de Baillargeon. Le filage doit être refait. Ça, c'est un projet qui est dans les livres. L'autre point central à l'île Sainte-Thérèse, c'est l'amélioration dans le secteur du parc Jean-Lapalme. Une priorité aussi, c'est de créer un parc dans le secteur des rues des Pruches, des Chèvrefeuilles, où il y a eu un nouveau développement, mais il n'y a jamais eu de parc qui a été construit là. Alors, ce sont mes priorités sur l'île Sainte-Thérèse. Du côté Talon, en fait, dans le secteur des Colibris, on va aménager un parc avec jeux d'eau tout près du stade de soccer. Alors ça, c'est un projet qui est dans la machine. Les travaux ont commencé, en fait, puis ils vont se poursuivre au printemps. Est-ce qu'il reste encore des terrains à développer dans votre district où sommes-nous aux prises, dans le fond, avec tout un débat ou un questionnement sur la préservation des boisés? Il y a ça aussi, là. Ouais. Oui, il y a le plan il y a la consultation publique qui est en cours pour la protection des boisés. On sait que dans mon secteur, j'ai une bonne superficie de boisés que j'aimerais protéger, comme tout le secteur boisé fortier, des colibris, quadrilatères, Rimbaud-Flaubert, entre autres, puis une partie sur l'île Sainte-Thérèse. Alors, dépendant de ce qui va sortir de la consultation publique, moi, j'aimerais bien qu'on conserve ces boisés-là. Ayant dit ceci, j'ai d'autres... chaque quartier a ses défis particuliers. Moi, j'ai encore des terrains non boisés, des développements en cours. Il en reste? Oui. Sur l'île Sainte-Thérèse, dans le centre de l'île, il y a le développement... C'est comme l'ancien camping, un peu, là? Oui, c'est ça. Ouais. Il y a le développement Régent-Roy qui a ouvert des rues. Il y a plusieurs terrains à construire là. Il y a un projet qui a été approuvé justement dans l'ancien camping, qui va être prêt à démarrer quand le promoteur sera prêt à le faire. Quand on s'en va, maintenant qu'on a amené les services dans le secteur nord, le long de Jean Talon, dépassé Fleur-de-Lys, les services sont rendus, donc ça crée, puis il y a plusieurs terrains vacants dans ce coin-là. Alors, il y a un potentiel de développement pour une centaine de maisons, je dirais. Puis, étant donné que les services sont rendus, mais c'est ce que les gens attendaient pour pouvoir construire. Êtes-vous un peu soulagé de voir que tout le dossier entourant Colibri a fini par connaître son dénouement? Parce que ça a été politiquement, disons, assez ardu. Oui. Même au début du nouveau mandat, quoiqu'il y a eu une décision quand même unanime du Conseil sur la construction du complexe pour réaffirmer l'emplacement de la construction. C'était un peu moins unanime dans le cas des jeux d'eau, par contre. Là. Il y a eu un certain tiraillement par rapport à cette décision-là. Mais bref, il semble visiblement que là, le dossier Colibri... Oui, je suis content que ce soit réglé une fois pour toutes.
Vous savez, quand un nouveau conseil arrive en poste, la pire chose qui peut arriver à tous les paliers de gouvernement, c'est qu'après chaque élection, tu as un nouveau membre, tu as une nouvelle équipe qui arrive en place. Puis la dernière chose que tu veux voir, c'est un changement drastique dans l'orientation. Parce que si tu changes de direction à tous les 4 ans, tu piétines, puis en bout de ligne, c'est le citoyen qui en souffre. Ça fait le nouveau conseil a quand même maintenu les orientations majeures qui avaient été amorcées par l'ancien conseil. Au cours de la dernière année, on a fait peut-être plusieurs détours pour arriver à nos fins, mais oui, je suis content qu'en bout de ligne, tout soit réglé. Bon, dans le cas que vous avez parlé tantôt là, de la rue Rimbaud-Flaubert, où il y a des gens qui, il y a plusieurs années, ont acheté des terrains dans l'espoir de les bâtir, c'est zoné pour être bâti. Oui. Sauf qu'en même temps, l'impression que j'avais, c'est que les gens qui se sont construits là au fil des ans se sont toujours dit « Ah, il n'y a jamais de maison là, ça va rester un boisé ». Je pense que les gens ont eu peut-être une petite surprise quand ils ont vu que finalement, on pouvait bâtir sur ces terrains-là. Là, présentement, il y a comme un moratoire, si on veut, c'est-à-dire que là, c'est gelé le temps de la consultation. Oui. Mais c'est tout un débat public, là, parce qu'il y a 20-30 ans, on avait zoné ces terrains-là comme étant développables. Puis là, on se ramasse qu'on dit, bien finalement, on va peut-être garder les arbres. Là. Oui. Il y a des enjeux importants, c'est sûr. Comme vous dites, celui qui a acheté le terrain, qui planifiait se bâtir, il s'attend à des mesures de compensation si on l'empêche de se bâtir. Ça coûte le terrain par même valeur. Oui. Puis le but de la consultation publique, c'est de savoir si l'ensemble des citoyens de la ville est prêt à prendre les mesures nécessaires, dont acheter certains terrains pour protéger les boisés. C'est un choix de société, là. C'est un choix de société, puis c'est pour ça qu'on va en consultation publique. Bon. Et je me rappelle, dans la dernière année de l'autre mandat, l'autre conseil, on avait projeté d'une espèce de parc où les gens auraient pu aller se balader et tout ça, là, dans le secteur un peu des Colibris. Il arrive quoi avec ce projet-là? Justement, ça fait partie du processus de consultation. Tout le secteur, le boisé fortier des Colibris, c'est là où on aimerait aménager un parc nature. La décision va se prendre à la suite de la consultation publique. Parce que la propriété de ces boisés, ce sont différents propriétaires, différentes personnes qui sont propriétaires des terrains. Suite à la consultation publique, si la population, l'ensemble de la population est prête à investir pour l'avoir, on va aller de l'avant avec ça. En terminant, au cours des 3 prochaines années, est-ce qu'il y a un élément majeur que vous désirez faire avancer dans votre quartier? Plusieurs. Continuer le développement du pôle récréo-sportif dans le secteur des Colibris, incluant des terrains de soccer, skatepark, parc à chiens, la passerelle. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, puis c'est un développement important. Puis l'accent à l'île Sainte-Thérèse, j'ai parlé de Baillargeon qui devrait se régler au printemps, mais l'accent est dans le centre de l'île, dans le secteur du parc Jean-Lapalme, où on doit apporter certaines améliorations. M. Quentin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne continuation. Merci, au revoir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'inauguration des nouveaux locaux du service comptable Nancy Labre. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015.
On aime toujours faire place et faire écho à des entrepreneurs de la région, des gens qui investissent du temps, de l'argent à bâtir des choses, bâtir des nouvelles entreprises. C'est le cas de l'inauguration tout récente des nouveaux locaux de Service comptable Nancy-Labre, situé au 624 boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. On parle de service comptable, donc c'est votre domaine. Quelle est la différence entre ce que vous faisiez avant et ce que vous faites maintenant avec vos locaux sur le boulevard du Séminaire? C'est quoi la différence? Bien, je pense qu'après tout, la différence, je pense, c'est le côté humain. Nous, on essaie d'avoir une approche plus humaine, plus personnalisée auprès de notre clientèle, ce qui fait qu'ils se sentent mieux compris peut-être, mieux écoutés et bien conseillés également aussi. Donc, je pense que la différence réside plus à ce niveau-là. Bon, vous avez commencé dans le domaine à quel moment? Bien, moi, j'ai un diplôme universitaire en comptabilité. Donc, suite à ça, j'ai eu un parcours en cabinet et en entreprise. Donc, j'ai été chercher de l'expérience dans les deux côtés de la médaille, si on peut dire. Puis, j'ai toujours resté dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore. J'aime pouvoir conseiller les gens. J'aime pouvoir les accompagner aussi dans l'atteinte de leur objectif. Donc, ça fait partie de ma vie, c'est ma passion, c'est mon métier. Bon, à quel moment est-ce qu'on décide finalement de partir à son compte, de partir sa propre entreprise, là, qu'on le fasse dans son sous-sol à la maison ou qu'on le fasse dans un bureau défini, qui a pignon sur rue? À quel moment on fait ce choix-là dans la vie de dire, bon, bien là, j'ai travaillé pour d'autres, là, mais là, à ce temps, je vais travailler pour moi-même? Je pense qu'à un moment donné, on le sent. L'idée était là avec le chemin. Je voyais qu'il y avait une certaine clientèle qui avait besoin de services adéquats, adaptés à leurs besoins. Puis souvent, ils n'étaient pas bien conseillés ou bien accompagnés à ce niveau-là. Donc, de là est partie l'idée. Et j'ai décidé de quand même faire mon cheminement autant d'entreprise qu'en cabinet pour aller chercher le maximum d'expérience possible pour bien les servir quand le choix s'offrait à moi. Puis, à un moment donné, bien, on le sait, le choix il ne se pose même pas, on fonce, puis... Parce que j'imagine que même quand on commence dans ce domaine-là, puis je regarde au bureau de travail chez nous à Montréal, souvent, exemple, notre directeur administratif, le soir, pour les fins de semaine, il fait des rapports d'impôts pour son beau-frère, sa belle-sœur, son cousin, son frère, son ami. Je présume que ça a dû être votre cas aussi, c'est-à-dire que dans le jour, vous deviez travailler pour votre emploi, puis le soir... Tout à fait. Évidemment, c'est immanquable. Ils font tous ça, là. Ça commence par la famille. Puis c'est correct aussi. Donc, on se pratique, on apprend, puis après ça, là, à force de travailler à la maison, on se dit, ouais, finalement, sais-tu, ça serait peut-être plus le fun de travailler pour soi-même. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. À un moment donné, bien, on fait le choix. Bon, puis là, vous avez fait un autre choix parce que, dans le fond, là, vous travaillez à votre compte, vous étiez à la maison. Puis là, vous faites le choix maintenant d'avoir un bureau là, sur le boulevard du Séminaire. Oui. Ça change quoi votre dynamique à ce moment-là, là, de passer de la maison à un bureau en tant que tel? Je dirais que c'est la vision qui change. La vision, quand on est travailleur autonome à notre compte, elle est différente que quand on décide de devenir entrepreneur. Dans le but de grandir, de croître, d'avoir une équipe, du personnel. Donc, c'est vraiment différentes choses à penser. On apprend beaucoup sur soi aussi également en devenant entrepreneur, même malgré le fait que j'ai peut-être eu des postes en gestion dans des entreprises pour gérer les départements de comptabilité. Il reste que partir sa propre entreprise, c'est différent. C'est d'autres buts, d'autres objectifs, d'autres enjeux. Là, vous avez combien d'employés sur Séminaire? Là, en ce moment, j'en ai un. On est en train de monter une équipe, donc je suis également à la recherche d'une deuxième personne en ce moment. Donc, je suis très contente, ça va très bien, je ne peux pas me plaindre. Puis, j'aimerais possiblement augmenter peut-être 2 autres personnes avec le temps, là, avoir peut-être une grandeur de peu près 5 employés. Oui, de la clientèle, évidemment. Est-ce que vous visez plus une clientèle individuelle, personnelle, ou des PME, des entreprises? Bien, en fait, nous, on dessert à peu près tout ça. Nous, on est spécialisés auprès des travailleurs autonomes et des PME. Et évidemment, les particuliers dans le temps des impôts. Mais vraiment, on a beaucoup d'entreprises corporatives, là, de clients corporatifs. Donc, que ce soit de la tenue de livre, les états financiers, les prévisions financières, ça, on les dessert sans aucun problème. Ça nous fait vraiment plaisir de les accompagner dans leur gestion, leur comptabilité. Et évidemment, la saison des impôts, on n'y échappe pas quand on est comptable. Ça, c'est clair. Bon, expliquez-nous, parce que dans le langage, et mon grand-père était comptable dans les années 40, même les gens ne savaient même pas c'était quoi un comptable dans ces années-là. Là, il y a eu les CPA, les CGA, il y a toutes sortes de lettres qui se rattachent au titre. Là, vous êtes dans quelle case dans tout ça? Là? Parce que parfois, les gens, ils perdent un peu leur latin. Là. Oui. Bien, en fait, moi, si on peut dire, je suis CO. CO, OK. Comptable ordinaire. Ça veut dire? Okay. C'est que je n'ai pas nécessairement été chercher un titre comptable, OK. Mais j'ai mon baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité.
Donc, OK. j'ai mon diplôme universitaire. J'ai juste pas été chercher les abréviations après ma lettre, le nom. Mais avec l'expérience que j'ai pu acquérir au niveau des 14 dernières années en cabinet, en entreprise, à un moment donné, le titre, je ne veux pas dire, je ne veux plus rien dire, mais... Et quand vient le temps de signer une compense. déclaration pour le gouvernement, ça change quelque chose vraiment ou pas vraiment? Ce qui va changer, c'est au niveau des avaux lecteurs, des missions d'examen puis des états financiers vérifiés. Là, absolument, ça prend absolument un comptable Pour ces professionnel choses-là. agréé pour ces choses-là, mais je travaille avec une partenaire d'affaires qui... Mais les pour fait. faire des déclarations d'impôts, pour tenir des livres pour une entreprise ou pour des trucs comme ça? C'est pas nécessaire c'est pas d'avoir un nécessaire, titre là. comptable, exactement. L'important, c'est de s'assurer que le comptable est compétent et a l'expérience et les connaissances. Bon. Qu'est-ce qui est le plus, je dirais, demandant pour une entreprise? Je sais pas, moi, je prends une PME qui a 10-15 employés. Puis des fois, tu n'as peut-être pas le moyen d'avoir une personne à temps plein attitrée pour la tenue de livre. Donc, c'est là, évidemment, que c'est plus utile de faire affaire avec une personne comme vous. Mais c'est quoi qui est le plus demandant pour ces gens-là, dans le fond, le temps que ça leur demande là, de ramasser leurs factures, puis appeler le comptable, puis voir si tout est correct? Puis, Bien, je pense qu'à partir du moment où ils décident d'investir, parce que moi, tous les comptables, en fait, les services d'un comptable, souvent, les gens le voient comme une dépense. Mais moi, je verse ça de l'autre côté, c'est un investissement. Parce qu'à partir du moment qu'ils décident de faire affaire avec des services professionnels, ils arrêtent de se casser la tête. Ils nous laissent ces documents, on sait ce qu'on a à faire, on connaît les lois, on connaît les réglementations, on vient qu'à apprendre comment fonctionne leur entreprise également quand ça fait un petit bout qu'on est chez eux. Donc, on est mieux placé pour les conseiller, puis les appuyer, puis leur donner des conseils, des recommandations. ouais, parfois, il y a deux choses qu'il faut apprendre dans la vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Quand tu n'as pas de temps ou tu n'as pas de talent pour une chose, tu payes puis tu fais affaire avec du monde qui connaissent ça. Exact. Ce qui est le plus important en entreprise, c'est d'être bien entouré Ouais. de gens compétents. Parce que des fois, à vouloir sauver des sous, des fois, on perd énormément de temps, puis il y a peut-être des, je sais pas moi, des crédits particuliers auxquels on a droit, puis qu'on ne sait même pas. Là, parce que Exact. c'est rendu assez complexe, là, le monde de la comptabilité. Puis à chaque année, les gouvernements en rajoutent une couche. Là. Oui, exactement. C'est rendu de plus en plus complexe. Nous, notre rôle en tant que comptable, c'est de s'assurer qu'on va chercher le maximum de crédits auxquels nos clients ont droit. Ouais. C'est pas juste de faire l'entrée de données, de rentrer les chiffres. Nous, on est là on connaît les réglementations, on est là pour penser à ce que le client pourrait avoir droit comme déduction ou comme crédit, que ce soit pour les sociétés ou les particuliers, c'est la même chose. Donc, notre rôle, c'est ça. C'est de s'assurer de bien connaître le client pour bien le conseiller. Bon. Là, je présume que comme comptable, vous avez dû vous faire poser 100 fois la même question dans la dernière semaine sur l'histoire des garderies. Ça, c'était un exemple, mais là, le gouvernement vient, dans le fond, ajouter une affaire là, qui va toucher les gens qui vont gagner plus de 50 ou plus de 100 ou plus de 150 000 par année, Exact. qui vont payer le 7,30 mais qui, une fois les impôts passés, vont se faire rattraper. Il va y avoir des méchantes surprises tantôt. Là. Tout à fait. C'est sûr que, bon, je ne peux pas commenter leur décision, c'est la décision de notre gouvernement, mais c'est sûr qu'il va y avoir des impacts fiscaux importants là, pour les familles qui ont un revenu. Donc là, vous avez un rôle préventif là-dessus. Là. Tout à fait, oui. Surtout au niveau des planifications fiscales là, avant la saison des impôts, surtout les gens qui veulent savoir combien déposer en REER, des choses comme ça avant la date butoir. Oui, à ce moment-là, on intervient puis on est là pour mieux les conseiller. Mais c'est là où je dis, où aujourd'hui, il y a toutes sortes de trucs qui deviennent un peu plus compliqués. Donc, ça prend des gens comme vous qui travaillent à temps plein dans le domaine pour pouvoir démêler ça pour les clients. Là. Exact. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça nous-mêmes. Là. Exact. Puis souvent, les connaissances sont limitées aussi à ce niveau-là. Ouais. C'est quoi, dans le fond, la proportion que vous avez entre, bon, vous avez dit tantôt la saison des impôts, là, avec les particuliers principalement, versus l'aspect, disons, plus commercial dans votre clientèle? C'est quoi l'effet de balancier là-dessus? C'est 50-50? Bien, en fait, parce qu'il faut... Oui, effectivement, si on y va en nombre de clients, c'est probablement 50-50, mais c'est parce que ça dépend du nombre de temps qu'on met sur un dossier. Les impôts de particuliers, ça prend moins de temps. Donc, on fait un dossier, on passe au suivant. Alors qu'une entreprise qu'on dessert, on met plus de temps. La comptabilité ou la tenue de livre, par exemple, ou les états financiers de fin d'année, ça prend beaucoup plus de temps à faire qu'une déclaration d'impôt de particulier. Donc, c'est sûr que si on mettrait le même temps en entreprise qu'en particulier, on aurait plus de clientèle en corporatif. Mais si on y va de ce ratio-là, c'est 50-50. Et là, le fait d'avoir maintenant son propre bureau, son propre local, quand on part de la maison le matin pour aller travailler, est-ce que ça... Je ne sais pas, est-ce que mentalement, ça change quelque chose? Ou quand on reçoit des clients au bureau, ça fait différent que de les recevoir à la maison? Ça fait une coupure. Ouais, je vais être franche, ça fait vraiment une coupure, ça fait du bien. C'est pas que j'étais pas bien de recevoir mes clients à la maison. J'avais mon bureau, j'étais bien installée. Sauf que c'est aussi l'aspect d'avoir du personnel.
C'est sûr. Le personnel, je l'ai essayé à la maison, à temps partiel, mais c'est pas l'idéal. Donc, c'est là que j'ai fait le choix d'aller vers des nouveaux locaux, puis pignon sur rue, pour que la clientèle aussi se sente à l'aise de venir. Parce que des fois, même si le bureau il est bien divisé ou il est bien situé, souvent de se rendre à la résidence d'un comptable, des fois, on se sent plus moins à l'aise. Donc, vous avez un site Internet, donc scnl.ca. Oui. C'est bien ça. Donc, il vous est situé au 624 boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est à quelle hauteur à peu près? À côté du McDonald's. Donc, dans cette section-là. Oui. Bien, merci beaucoup puis bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Vous savez, tout récemment, c'était l'Halloween et vos enfants avaient probablement là, des tirelires ou des trucs pour ramasser des sous pour la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Eh bien, avec cette opération, on a réussi à recueillir 18 000 $ qui vont aller directement pour le projet du Centre Mère-Enfant de l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, pour information, vous allez sur fondationsanté.com. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. La raison est simple, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Nous, on fait bien sûr la captation du Conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on choisit des extraits qu'on diffuse durant 2 semaines, donc les 2 mercredis suivants. Et les jours suivants, vous avez la grille horaire à l'écran. Vous pouvez également revoir cette émission-là via notre site Internet ou cliquer sur le lien qui apparaît d'ailleurs sur notre page Facebook. À chaque dimanche matin, 9h30, en direct au câble 9, ne pas confondre avec le 609. C'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région où l'on diffuse, donc au Richelieu-Rouville, mais ça englobe également la partie Farnham, également Chambly, Carignan et tout ça. Donc, il y a une trentaine de dépositaires. Pour connaître la liste, vous téléphonez ici ou vous allez sur notre site Internet. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet qui actuellement est un peu en reconstruction. On aura un nouveau site à vous offrir éventuellement. Également, vous pouvez nous aimer sur Facebook, donc facebook.com/tvhr9. Vous cliquez j'aime. Et Twitter, bien sûr, vous pouvez nous suivre également. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, notamment le dimanche. On rappelle, à demain. Bye bye.